pour les puristes, le luxe, c'est quoi? C'est ce qui reste lorsque la tendance est passée. On en a parlé tout à l'heure. Un sac Hermès, effectivement, il est indémodable. Un tailleur Chanel, il est indémodable. Ce sont des objets, des créations qui ont été capables, par le talent de leurs créateurs, je dirais, de passer des décennies, et parfois plus, pour continuer à séduire le client. Et aujourd'hui, les sacs Hermès du début de la période Kelly ou autres, en fait, se vendent quasiment plus cher que ceux d'aujourd'hui. Le luxe, je l'ai répété moult fois, c'est une création. Et puis, le luxe, c'est pas ce qui est cher. Le luxe, c'est tout. Hein, c'est un environnement. C'est en fait ce qui vous fait plaisir à chacun d'entre vous. Alors après, il y a luxe, marque de luxe, maison de luxe. Mais quelque part, on n'est pas obligé, encore une fois, de s'habiller en Chanel, en Cartier ou en Dior pour effectivement vivre entouré d'un minimum de luxe. Et puis moi, je rajouterais, en ce qui me concerne, pour moi, le luxe, c'est la vie, l'amour et le temps. Puisque quand on a, je dirais, pris un petit peu d'âge, un petit peu d'embonpoint, ben, on est peut-être moins avide de s'acheter le dernier produit qui passe. Mais par contre, on a envie de continuer à vivre, on a envie de continuer à aimer, on a envie d'avoir du temps pour soi. Et tout ça, on peut l'entourer, bien entendu, d'objets et d'un univers luxueux. Alors, on va parler pas très longtemps, mais c'est important de situer les chiffres du luxe. On a remonté 300 000 en arrière. Là, maintenant, on va parler de 2019, puisque en fait, 2020, on expliquera un petit peu ce qui s'est passé. Donc, 2019, le luxe dans son ensemble, c'est 1 000 milliards de dollars à travers le monde. C'est conséquent, mais attention, si vous comparez ça à l'aéronautique, à l'armement, ou même encore à la grande distribution, c'est pas forcément plus gros. Si on se concentre sur ce qui nous intéresse et ce qu'on a évoqué depuis le début de ce cours, en fait, c'est le luxe à la personne. Le luxe à la personne, c'est la joaillerie, l'horlogerie, la bijouterie, la mode, le parfum, la maroquinerie, etc. C'était en 2019 260 milliards de dollars. Alors, si on situe ces 260 milliards en 2019, il faut voir qu'il y a à peine 20 ans, même moins, ça ne représentait que 85 milliards. Donc il y a eu un accroissement du chiffre d'affaires mondial de ce secteur absolument fabuleux. Il y a eu des années à plus 10, des années à plus 5, des années à plus 4. 2018-2019, c'était encore plus 4. Et puis, brutalement, la Covid. Mais attention, il y a déjà eu des crises dans ces plus 4, ces plus 5, ces plus 10. Les aînés se souviendront de la crise du SRAS. C'est pas si vieux que ça. Hein, donc, ainsi que des crises économiques qui nous ont frappés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc 2019-2020, pour moi, j'annonçais, il y a encore quelques temps, quelques semaines, du moins 30 à moins 50 dans le monde. Eh bien, je me gourais totalement, je me trompais totalement pour parler français. Je me trompais totalement puisqu'on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ça, que ce sera beaucoup moins. Fort heureusement, d'ailleurs, fort heureusement. Mais en fait, quand on regarde au niveau des groupes, alors après, au niveau des marques, c'est peut-être plus compliqué. Mais au niveau des groupes, vous prenez un groupe comme LVMH, et M. Arnaud en a parlé récemment, au final, 2020, ce sera moins 3%. Mais attention, ce sera moins 50% peut-être sur certaines marques, et ce sera plus tant ou égal sur d'autres. Hein, donc, c'est pas tout pareil pour toutes les marques et tous les secteurs. On a vu que le secteur de l'horlogerie avait, au départ, effectivement, subi un gros choc. Tout ça est très bien reparti quand même. Donc, en fait, on s'aperçoit que, sans doute, je ne vais pas dire que les marques de luxe seront à moins 3, mais je pense que, plutôt que de dire moins 30, moins 50, je dirais moins 10, moins 20. Ce qui est triste, peut-être, mais ce qui n'est pas grave pour moi. Ça n'est pas très grave, puisque à chaque fois, dans ma courte vie, que j'ai vécu des périodes difficiles au niveau du monde, des crises économiques ou des conflits ou des problèmes X ou Y, en fait, on s'aperçoit que le luxe est toujours reparti plus fort après, parce que, comme je le disais tout à l'heure, la population a envie de se faire plaisir. Donc, malgré tout cela, et j'en parlais récemment avec le cabinet Bain & Compagnie, qui est un peu la référence sur les chiffres dans ce secteur, on prévoit quand même en 2025 que les 260 milliards de dollars actuels se transformeront peut-être en 350 milliards de dollars. Donc on va continuer effectivement ce développement et donc on va expliquer en 2 mots pourquoi.
Simplement parce qu'aujourd'hui, c'est pas tellement le prix, et j'en ai parlé moult fois, c'est pas le prix qui fait le chiffre d'affaires du luxe, c'est le volume. Voilà. Aujourd'hui, que le monde entier a envie de se faire plaisir, autrefois vous créiez quelques bagues Cartier, aujourd'hui il faut pouvoir disposer de cette bague dans 300 boutiques Cartier à travers le monde. Donc c'est le volume qui effectivement amène à cet accroissement du chiffre d'affaires. C'est aussi les nouveaux marchés. N'oublions pas que la Chine, c'est très récent. Aujourd'hui, on a l'impression que les Chinois viennent chez nous depuis des décennies. Non, ce marché, il est nouveau. Et on va en parler juste après, parce que ce marché, il est nouveau, mais il se développait très très peu en domestique. Par contre, il se développait très fortement en voyage. Et il va y avoir l'inverse suite à la Covid. Et puis, il y a eu quand même un développement du e-commerce. Alors, encore une fois, pour moi, le e-commerce, c'est très bien. Mais, encore une fois, je recommanderais quand même aux amoureux de beaux objets, peut-être de les regarder ou de les admirer en ligne, mais quand ils peuvent aller en boutique, c'est quand même un autre univers, c'est quand même une autre expérience, c'est quand même vivre la marque d'une autre manière. Mais après, chacun choisit comme il veut. Hein. Il suffit de voir que Alibaba, par exemple, en Chine, vend régulièrement des Maserati, des Aston Martin ou des Rolls en ligne. Voilà, donc on vous l'apporte chez vous, vous n'avez pas besoin d'aller chez le concessionnaire ou chez le garagiste. Donc tout est dans la nature, si je puis dire. Toutes les manières de faire sont dans la nature et il ne faut pas que ça change. Alors, on parlait tout à l'heure, effectivement, dans l'histoire du luxe, de qui étaient les clients du luxe. Les clients du luxe, c'était effectivement l'aristocratie, les rois, les seigneurs, etc. Et c'était plutôt les seniors, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que ce n'était pas le petit jeune qui pouvait effectivement s'offrir un objet de luxe, soit parce qu'il n'en avait pas les moyens, soit parce que, il n'était pas forcément séduit par cela. Alors donc on considère, c'est la vérité, qu'en 2019, les générations Y et Z, donc là je pense que tout le monde sait de quoi je parle, représentaient un 30%, je dirais, des clients du luxe. C'était déjà pas mal par rapport à ce qui se passait 20 ans avant, hein, mais c'était que 30%. Et dans les estimations, entre autres effectivement du cabinet Bain, on s'aperçoit au travers du changement de réflexion, de culture de la jeunesse actuelle, qu'en 2025, ces générations Y et Z devraient représenter 55 à 60%. Alors c'est un changement radical qui va amener les marques de luxe à réfléchir, à se regarder. C'est pas pareil de vendre un objet de luxe à un client de 20, 25 ans, 30 ans qu'à un client senior de 60 ans. Donc ça va demander effectivement une réflexion et surtout une réflexion aussi dans la communication. Le digital est très fortement impacté par cela, bien entendu, puisque les générations Y et Z fonctionnent énormément avec le digital. Ensuite, j'évoquerai les nouveaux marchés. Donc si on prend effectivement la Chine, on en parlait tout à l'heure et je vous disais qu'on allait revenir dessus. La Chine, effectivement, jusqu'à présent, le client chinois des 3 dernières générations, il a envie d'acheter en voyageant. Donc il a 1 semaine de vacances par an, il a de l'argent, il vient en France, il vient en Europe, il achète, il fait des photos, il fait des selfies, il repart chez lui. Alors, c'est un peu caricatural, mais c'est pas totalement faux. Le client d'après Covid, pour moi, il sera totalement différent. D'abord parce que, est-ce qu'il pourra revenir ? Est-ce qu'il pourra voyager autant ? Est-ce qu'il prendra ces risques-là ? On n'en sait rien. Il y en aura, certains, mais peut-être pas tous. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, ce client chinois, d'ores et déjà, il achète chez lui, beaucoup plus qu'avant. Et donc, on a des remontées des grandes marques, que ce soit Hermès ou d'autres, que le business est très bien reparti dans certaines régions du monde, comme la Chine, parce que le Chinois, effectivement, il a déjà tourné la page du Covid. Alors attention, là je ne fais pas du tout de politique sanitaire ou autre, hein, ça ne me regarde pas, mais je dis simplement que, il a montré, et même en France, même à Paris, on a vu effectivement, au moment de Noël, que les boutiques se sont de nouveau remplies. Donc ce besoin toujours de se faire plaisir ou d'offrir quelque chose. Donc en ce qui concerne la Chine, si on regarde actuellement, 2018, 2019, 2020, le marché extérieur, c'est-à-dire la France, entre autres, 32% du business se faisait à l'extérieur de la Chine, et seulement 24%. Et là, en fait, les choses vont totalement changer. Le marché extérieur, dans les estimations, va
augmenter quand même parce que nécessairement il y a plus de clients chinois ou plus de clients asiatiques, mais effectivement il sera doublé par le marché domestique local, c'est-à-dire que les marques ont tout intérêt effectivement dès maintenant et dans les années à venir à développer des réseaux de boutiques locales et à revoir la politique de distribution dans ces pays du globe et même ailleurs, parce que là je fais un clin d'œil sur la Chine, mais c'est clair que ce sera un peu partout pareil si effectivement la population mondiale est amenée à moins voyager. Alors il y a un facteur aussi très important dans cette évolution de la culture et dans cette évolution des âges. Hein, on disait tout à l'heure qu'effectivement, autrefois, c'était les seniors, aujourd'hui, c'est davantage les jeunes, etc. Donc ça a permis à une nouvelle catégorie de business de se développer. Ce nouveau business, c'est le marché de la seconde main. C'est intéressant parce que pendant des décennies, et pour ne pas dire des centaines d'années, les marques de luxe ont toujours dit « nous, on ne vend pas des produits de seconde main, on vend des nouvelles créations ». Eh bien, aujourd'hui, les choses changent. Pourquoi ? Parce que la clientèle change. Et parfois, elle change simplement aussi parce que acheter un produit qui a déjà un peu vécu, c'est rassurant. Donc, ce marché de la seconde main s'est très fortement développé. On l'a vu chez Richemont avec Watchfinder, qui effectivement est un site spécialisé avec boutique, bien sûr, également dans tout ce qui est la revente de produits d'horlogerie et de haute horlogerie. On l'a vu également chez Collector Square, etc., etc. Un peu moins dans la mode, parce que la mode, c'est quand même plus difficile d'acheter un vêtement qui a déjà été porté. Enfin bon, mais ça se développe quand même très très fort. Ce marché de la seconde main, en fait, si on regarde son existence, on s'aperçoit qu'en l'espace de quelques années, il a augmenté de 10%. Et je pense que cette année, avec la Covid aussi, il aura fait encore un bond. Parce qu'effectivement, je pense... Alors, ça touche surtout l'Europe, bien entendu. Hein. Je pense que les États-Unis et le reste du monde sont moins liés à cela. Nous, c'est simplement une vision que l'on a d'un produit qui, effectivement, a 2, 3, 4, 5 ans. Alors, il y a la raison, bien sûr, du prix, mais il y a la raison aussi, effectivement, de trouver cet objet qui, parfois, n'existe plus, n'est plus fabriqué, rassurant. Parce qu'il a dépassé son temps, quelque part, et il existe toujours. Donc, pour l'instant, c'est un marché qui se fait en boutique, hein, mais qui va peut-être se développer aussi davantage en online et qui concerne surtout, je dirais, l'Europe. Alors, je ne vais pas citer toutes les entreprises qui sont créées autour de ça. Attention, il y en a des sérieuses et il y en a des moins sérieuses, parce qu'effectivement, il y a aussi beaucoup, malheureusement, de ventes en ligne de faux objets de luxe. Les challenges de demain, on en parlait, c'était le titre de ce cours. En fait, on a vu toute cette évolution depuis moins 300 000 jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on s'interroge sur demain, et tout particulièrement pour les jeunes que ça peut intéresser. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer et en quoi ils doivent croire et innover. Donc, pour ma part, le plus important, c'est la création. Encore une fois, je l'ai dit à mon avis au moins 50 fois depuis le début de cette intervention, la création est au cœur de tout. Si vous ne créez pas, que ce soit un objet cher ou un objet pas cher, vous ne vendez pas. Donc il faut créer effectivement, et pour créer, il faut qu'on comprenne que c'est les hommes et les femmes qui créent. Hein, c'est pas des machines, et donc il faut redonner envie aussi à des jeunes d'aller vers ces métiers de la création, qui sont des métiers fabuleux, mais qui sont un peu délaissés, hélas, par la population des jeunes Français, à contrario d'autres pays où, effectivement, il y a beaucoup plus d'intérêt pour la création. Donc aujourd'hui, il y a des tas d'écoles, que ce soit Boulle, que ce soit l'école de la rue du Louvre, etc. En tout cas, il y a ce qu'il faut pour permettre à des jeunes d'aller dans cette direction. La distribution, pour moi, c'est un challenge très important. On l'a vu juste avant. Pourquoi très important ? Parce qu'on a vu que la distribution, elle ne passe pas et plus que par, effectivement, une boutique ou un flagship à Paris. Elle est mondiale. Donc ça nécessite effectivement d'être partout à la fois et ça nécessite effectivement, on va en parler après, des politiques de logistique et des politiques de supply chain qui n'existaient pas autrefois. Autrefois, on attendait le client dans sa boutique. Aujourd'hui, on va au-devant du client. Le retail, c'est la vente en boutique, et je l'ai dit plusieurs fois également, il est important pour celui qui veut s'offrir un objet de luxe, je pense, tout du moins, très modestement, d'aller vivre une expérience client dans la boutique de la marque.
l'expérience client qui en découle. Et l'expérience client, c'est effectivement très important que la population puisse, au-delà de s'offrir l'objet, repartir en ayant vécu une expérience liée à la marque. Le visual merchandising, c'est un des challenges de demain. C'est comment on va aujourd'hui, après les boutiques. Alors, tout le monde a dû passer un jour dans sa vie devant la boutique Hermès de la rue du Faubourg Saint-Honoré et voir ces sublimes vitrines. Aujourd'hui, il faut que ces vitrines, elles soient également en ligne, et il faut que cela donne le même sentiment de beauté, de raffinement, d'environnement que si on est devant une boutique. Et ça s'appelle le visual merchandising. La filière amont, très important. On a parlé de la création. Qui dit créer, dit avoir des matériaux. Ces matériaux, d'où est-ce qu'ils viennent ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire qu'on va tuer un crocodile pour faire un sac en crocodile ? Est-ce qu'on peut avoir effectivement des vaches pour faire de beaux sacs en peau ou pas ? Est-ce que, alors, il y a des lois qui sont sorties, c'est un challenge, hein, comme je disais tout à l'heure, les CITES, et puis encore plus important, dans tout ce qui est joaillerie, bijouterie, horlogerie, c'est les matériaux, l'or. Hein, les diamants, tout le monde a entendu parler des diamants de la guerre. Donc effectivement, comment fait-on pour continuer à fabriquer des beaux objets ? Où trouve-t-on les matériaux ? Comment on gère cet approvisionnement ? Comment on gère la fabrication, la création avant d'aller vers la distribution ? Le digital et le e-commerce, oui, on ne peut pas l'oublier. Aujourd'hui, 80%, je pense, de la communication des marques passe par le digital. Donc c'est un challenge de savoir adapter ce digital, de savoir l'utiliser, d'avoir, je dirais, une lucidité à la fois sur ce qu'il peut apporter. Il ne faut pas se tromper non plus. Hein. Les marques, elles doivent garder quand même un certain univers de secret, un ADN, etc., etc. Donc à manipuler avec précaution. Les nouveaux marchés et les nouvelles clientèles, bah oui, chaque année, il y a des nouveaux marchés à ouvrir, des nouveaux clients à aller chercher, parce que, encore une fois, tout le monde a envie d'être beau, d'être belle et de se faire plaisir. Les générations Y et Z, on en parlait tout à l'heure, c'est effectivement un challenge. Comment est-ce qu'on leur parle ? Comment est-ce qu'on va vers eux ? Comment est-ce qu'on leur ouvre la porte de la boutique ? Comment est-ce qu'on les intéresse à des produits peut-être un petit peu comme Cartier avait fait avec les Mœurs de Cartier à l'époque, qui étaient un peu différents, qui étaient peut-être plus abordables, sans être moins beaux, attention, hein, la qualité était là, mais voilà, il y a une réflexion à mener autour de cela. Le service. Le mot service est un mot noble, mais c'est un mot en fait que en Europe et surtout en France, on a tendance à rejeter. Être au service d'eux. Non, pour moi, quand on travaille dans le secteur du luxe, c'est servir un client, c'est servir une marque. Et c'est très très noble, bien entendu. Au final, je dirais que le challenge de demain du secteur du luxe, qui, je ne m'inquiète pas en termes de chiffre d'affaires et de développement, ça va être de lui donner un nouveau souffle. Un nouveau souffle par rapport à cette pandémie qui aura marqué les esprits et par rapport au fait que le client, il cherchera peut-être à l'issue de cette pandémie autre chose. Toujours dans ces challenges, je cite quelques exemples effectivement de postes qui pourraient intéresser les jeunes demain. C'est ce qu'on leur explique nous, bien sûr à Sublux. Hein. Donc vous retrouvez tous les mots que j'ai évoqués juste avant, si ce n'est que ces mots. Il y a des mots que peu de jeunes ne connaissent. Et je pense qu'il va falloir les ouvrir à ces mots. Logistique, supply chain. Pour eux, c'est des mots sales, alors que c'est des mots magnifiques qui permettent effectivement de faire en sorte que tous les clients soient satisfaits. La supply chain, c'est le bon produit au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, les produits, ils peuvent voyager plus vite que la lumière, mais encore faut-il faire en sorte que, effectivement, le client qui va dans une boutique à Vladivostok ou dans une boutique à Istanbul ou dans une boutique à New York, il trouve le bon produit, celui qu'il veut à la bonne dimension. Donc, il y a, et c'est par rapport à cette appellation que j'avais donnée globalement au cours, il y a des challenges à relever par la jeunesse, parce que la jeunesse, en termes, par exemple, de digital, va être beaucoup plus alerte, beaucoup plus dynamique sur cette manière de faire. Et donc, il faut faire confiance aux jeunes. Il faut les écouter, les regarder, vivre et se dire que de toute façon, le monde change. Le monde a déjà changé, continuera de changer. Et je pense qu'à chaque période, si le luxe a pu perdurer, c'est parce que ces managers et les gens qui accompagnaient les marques avaient conscience qu'il fallait évoluer aussi en fonction de la population. Donc aujourd'hui, tout jeune qui veut intégrer ce secteur, ou moins jeune, mais c'est quand même des secteurs où on rentre en junior,
faut avoir des valeurs, il faut avoir de la culture. On l'a parlé tout à l'heure quand on parlait effectivement des objets qui, culturellement parlant, se rapportent à la nature, mais aussi à la peinture, etc. Il faut s'intéresser aux autres populations. Hein. Le luxe, c'est mondial, donc on ne vend pas de la même manière un produit à un Chinois qu'à un Américain. C'est du comportement, hein, c'est du comportement. Le comportement, c'est savoir-être. C'est très important parce que quand on regarde la France, on se dit Paris, capitale du luxe et de la mode. C'est l'art de vivre à la française. Hein. Heureusement, on a encore tous ces atouts-là. Conservons-les et transmettons-les. C'est la notion de commerce. Hein. Quand on travaille dans le secteur du luxe, on est un commerçant. Et M. Dumas de chez Hermès, feu M. Dumas, disait toujours à ses équipes, chez Hermès, nous sommes des commerçants. Et c'est noble d'être un commerçant. C'est avoir une certaine vision aussi, la vision de ce qui va se passer ou de ce qui pourrait se passer, dans la mesure où, quand on fabrique un produit, par exemple, de joaillerie, d'horlogerie ou même de bijouterie, c'est parfois 2, 3, 4, 5 ans de processus de développement. Et donc, si vous avez tout faux dans votre imagination, attention, encore une fois, je rappelle que nous ne sommes pas dans un marketing de la demande, mais un marketing de l'offre. Donc, il faut être capable d'offrir au client 3, 4, 5 ans après un objet qui va le séduire. C'est la lucidité, bien entendu, il faut être lucide. Il faut être lucide sur le monde, il faut être lucide sur les gens, il faut être lucide sur soi-même aussi. Et puis, être agile au niveau du digital. En 2 mots, pour conclure cet exposé, Sub de Luxe, en fait, Sub de Luxe, c'est une école que l'on a créée il y a 31 ans. Et quand vous reprenez l'histoire, effectivement, c'était juste avant la naissance des groupes. Donc c'est intéressant de voir qu'à cette époque-là, les marques avaient du mal à recruter de jeunes professionnels parce que les jeunes professionnels qui sortaient des grandes écoles ou de Sciences Po ou de la fac n'étaient pas intéressés par ces marques qui étaient encore peu représentatives. Il y a 30 ans, c'était juste le Japon et les pays du Golfe. C'était pas le reste du monde. Donc effectivement, il y avait une vision chez les managers de ce secteur de dire il nous faut recruter des gens pour nous développer, pour partir à la conquête des nouveaux marchés, pour développer des politiques marketing et des politiques de distribution. Et c'est ainsi qu'est né Sub de Luxe, avec un premier programme, effectivement, puis au fil des 30 dernières années, la naissance de 6, 7, 8 programmes, dont des programmes maintenant en ligne, bien entendu, puis qui correspondent assez bien, malheureusement, à la période. C'est une formation qui a la confiance des marques, c'est une chaire Cartier, c'est une école qui, effectivement, travaille majoritairement au service des marques. Hein, on est au service des marques pour leur proposer des jeunes, des profils qu'on aura d'abord sélectionnés, qu'on aura ensuite formés dans des cycles de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, pour effectivement à la fois correspondre à l'histoire de ce secteur, parce que si on ne maîtrise pas son histoire, si on ne maîtrise pas son évolution, comment est-ce qu'on peut s'intéresser à ce qui va se passer dans 2, 3, 4 ou 5 ans? Donc Sub de Luxe, c'est une école différente des autres, c'est une école unique, et j'espère que ce cours que je vous ai, je dirais, donné ce jour en ligne, bien entendu, va vous permettre d'y voir peut-être plus clair dans votre connaissance du secteur, dans votre approche du secteur, mais aussi dans ce que vous pourriez potentiellement y faire. En tout cas, vive le luxe. Je crois que le mieux, c'est de terminer comme ça. Vive le luxe et vive l'être humain qui a besoin, je dirais, de s'entourer de luxe, de plaisir, d'amour, de vie et de temps, bien entendu, dans un monde un peu désabusé. Je pense qu'il faut trouver des refuges et le luxe est un excellent refuge à cette vie un peu morose que nous avons en ce moment. Merci.